Donc je m'appelle Majid, je suis développeur chez iOS chez Radio France depuis à peu près 1 an et demi. Plus globalement, je suis développeur iOS depuis à peu près 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Backend for Frontend. On a fait une refonte intégrale de l'application Radio France l'année dernière. Et du coup, je pense que c'est un petit peu un retour d'expérience et je vais essayer de vous partager ça voilà, aujourd'hui. Alors d'abord, Radio France, qu'est-ce que c'est Alors petite dédicace pour Appen d'ailleurs. J'ai rencontré ma copine sur Appen. Donc, voilà. Ça fait 3 ans maintenant, je suis très heureux. Alors Radio France, qu'est-ce que c'est? C'est le service donc radio public français, et on peut être très fier d'avoir un service public en France. Donc c'est plusieurs radios. On a France Inter, France Culture, entre autres. Plusieurs applications aussi. On a l'application Radio France qui regroupe toutes les radios du groupe. On a aussi une application historiquement France Bleu qui est devenue ici depuis quelques temps, et une application France Inter. Voilà, donc 3 applications, mais la principale, c'est l'application Radio France, encore une fois. On a plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois, 950 millions de podcasts écoutés en 2024, c'est énorme. On a plus de 4000 collaborateurs. Sur la partie tech, on est beaucoup moins, mais il y a beaucoup de journalistes, de personnes qui travaillent dans l'audiovisuel. Et on a 15,4 millions d'auditeurs chaque jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une application iOS, une application Android, et l'application iOS, elle est aussi disponible sur CarPlay pour les gens qui qui écoutent la radio sur leur voiture. L'application iOS, du coup, en quelques chiffres, du coup, on a une note de 4,8 sur l'App Store, on a un crash free de 99,9 et on est une équipe de 11 développeurs iOS sur l'application, donc c'est quand même pas mal. 11 développeurs sur iOS, 11 développeurs sur Android. Et donc voilà, pour commencer, la refonte de l'application iOS. Quels étaient les objectifs de la refonte? En fait, Radio France, tous les 4 ou 5 ans, cherche un peu à refondre un peu la stack technique des applications des différents supports. Là, l'objectif principal, c'était d'accélérer les développements, moderniser la stack technique, donc passer du UIKit à SwiftUI. Et on a également utilisé TCA, donc c'est pas l'objet de la conférence, mais je pense que ça aurait pu être un bon sujet aussi, composable architecture. Et repartir sur des bases saines. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Quelle était la philosophie? Je vais essayer d'expliquer assez simplement. La plupart des applications pour lesquelles j'ai travaillé, je pense que la plupart des applications aujourd'hui, comment elles fonctionnent? On fait un appel API, on a le parsing des objets, et ensuite on fait toute une tambouille pour justement parser ces objets et les afficher un peu comme on veut. Donc, ce qui veut dire beaucoup de logique côté front. Et en fait, la philosophie la refonte de l'application, c'était de faire en sorte de se passer justement de toute cette partie tambouille locale, et en fait que le back-end nous envoie la structure des pages de manière la plus simplement possible, et on fait juste passe-plat. Donc en fait, c'est un peu le rêve un peu ultime, c'était de faire une application en fait où il n'y a plus besoin quasiment de développer. Je pense que c'est un peu un rêve, c'est peut-être un peu utopique, mais l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte qu'on puisse déployer des pages, modifier des pages sans avoir besoin de faire de mise à jour de l'app. Alors justement, je pense que c'est vachement intéressant. Alors comment fonctionne l'API? Je vous ai fait un schéma aussi assez rapide. Donc là, j'ai mis une page à gauche, une page de l'application. En fait, nous, ce qu'on appelle une page, c'est ce qu'on appelle un layout. Donc, on va venir interroger l'API et on va lui demander donc un layout. Ce layout, on le divise en plusieurs, ce qu'on appelle des mises en avant. Donc, les mises en avant, vous en avez là déjà sur l'écran que vous voyez à gauche, vous en avez 2. Donc, il y a une mise en avant avec les dernières nouveautés et une mise en avant avec des chaînes. Et dans ces mises en avant, on a en fait des cartes. Et donc, les cartes, c'est pareil, on a un design system qui est très rigide. Et en fait, le back-end va nous envoyer directement le contenu des cartes. Donc, en fait, on a essayé de faire en sorte d'avoir le moins de logique métier sur l'application. Donc, on fait juste passe-plat, encore une fois. La seule chose qui va venir créer de la logique métier, c'est pour ça qu'on avait quand même besoin d'un peu de logique et qu'on a implémenté TCA dans l'application. C'est qu'évidemment, quand on clique par exemple, sur écouter, il faut lancer la radio, télécharger un podcast, partager, etc. Donc là, il y a quand même des actions qui sont faites en local. Et ces actions, elles sont aussi référencées. Donc le back nous dit, par exemple, pour tel bouton, il y a telle action. Nous, on a la liste des actions et on réagit en conséquence.
Je vous ai mis donc, alors, je vais pas trop parler d'iOS, je vais plus parler de l'API et je pense que c'est quand même intéressant et je vous laisserai me poser des questions après. Je pense que la présentation, elle est quand même assez superficielle, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc en gros, le JSON qu'on reçoit, par exemple, pour une page layout, ici, on voit les highlights. Donc les highlights, c'est les mises en avant. Et en fait, on va recevoir en fait une liste de mises en avant. Et dans cette liste de mises en avant, en fait, dans une mise en avant, on a une liste d'items. Donc les items, c'est les cartes. Et on a également un refresh, parce que chaque mise en avant peut être rafraîchie à intervalles réguliers. Donc, quand il y a des nouveautés, quand les radios changent, etc., on va venir rafraîchir le contenu de la carte. Donc voilà. Alors, les mises en avant, je vous en ai parlé. Il y a plusieurs types de mises en avant. On a donc le carrousel. On a le carrousel de la même manière, mais sans l'effet. En fait, on a un effet 3D ou pas. On peut l'activer, le désactiver. On a un système de grille. Donc, le back peut nous envoyer des items sous la forme de grille. Ici, on peut avoir une grille à 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, etc. C'est configurable. Et on a également des listes horizontales, donc, où on va pouvoir scroller horizontalement avec des systèmes d'onglets, etc. Donc ça, tout est géré côté back. Il n'y a vraiment aucune vue qui est construite manuellement, sauf les vues qui sont accessibles hors ligne. Donc les vues hors ligne, c'est par exemple la page des préférences ou la page des téléchargements, quand on est dans l'avion, etc. Les cartes, donc je vous en ai parlé, il y a plein de types de cartes. Les cartes, elles sont configurables. En fait, on a énormément de duplications de cartes. En fait, on a 5 types de cartes principaux et ces cartes, elles sont déclinables avec des couleurs, des boutons. On a aussi un système de drop zone. Donc, en fait, ce qu'on appelle une drop zone, c'est par exemple ici sur le bas de la carte, on va avoir une drop zone. On va pouvoir insérer un peu ce qu'on veut. Ça, c'est pareil, c'est le back qui va nous l'indiquer. Il va nous dire, par exemple, là sur la drop zone de la carte France Inter, en bas, je veux par exemple un bouton et par exemple un accès à la grille des programmes. Pareil, donc là, je vais vous faire une petite démo en gros, le JSON d'une carte. Donc, une carte, c'est toujours le même type d'objet. On a donc une carte avec le titre de la carte, carte full ici. On a un top info, par exemple, pour l'icône qui est affichée en haut à droite. Et tous ces trucs-là, donc on va venir les parser et les afficher aussi simplement que possible. Et je vous parlais tout à l'heure des actions. Donc, par exemple, ici, on a un bouton découvrir. Alors, bon, ça matche pas forcément. Mais si j'avais un bouton, par exemple, écouter, donc l'action qu'on reçoit du back, c'est une action play AOD avec en paramètre l'ID, en fait, l'identifiant du contenu à lire. Voilà. Et je vous parlais aussi, il y a un système hybride aussi sur les cartes, c'est qu'effectivement, quand on va vouloir télécharger un podcast, en fait, on va avoir un spinner qui va apparaître. Et donc ça, il y a quand même une logique un petit peu métier quand même qui est interne à l'app, sur tout ce qui est téléchargement, ajout en favori, mais ça reste quand même très, très minoritaire. Alors les avantages, les inconvénients de ce système, les avantages, c'est qu'on peut déployer des pages sans développement. La refonte de l'application, elle s'est faite quand même en 6 mois, donc c'est assez court. Et grâce à ce système, en fait, on a pu vraiment, en développant uniquement les mises en avant et les cartes, on a pu faire en sorte de développer cette appli et d'avoir plusieurs pages en fait qui seront juste développées côté back-end et qui peuvent être mises à jour en continu. Et au niveau des inconvénients, je dirais que les gros inconvénients, c'est potentiellement les régressions, enfin pas les régressions, mais disons le support des anciennes versions. Donc le fait que s'il y a des breaking change, il faut faire attention que les anciennes versions ne soient pas cassées. Également, les nouvelles actions qu'on va implémenter sur les boutons. Nous, on a fait le choix que si une action n'est pas connue par une version de l'app, on n'affiche pas le bouton associé pour éviter qu'en fait, il ne se passe rien sur un bouton. Mais voilà, il y a beaucoup de rétrocompatibilité à prendre en compte et à voir aussi comment ça évolue sur la longueur. Est-ce qu'on ne va pas avoir beaucoup de cas particuliers à gérer? Voilà, ça, c'est à voir. Donc, comme on vient de sortir l'application, on n'a pas assez de recul, mais à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était une belle expérience. Et voilà, c'est tout pour moi. J'ai encore une question. Ouais. Merci. Merci pour la présentation. Moi, c'est surtout ce que j'ai pas mal entendu parler de systèmes de back-end for front-end qui ont beaucoup d'avantages. Mais je me posais la question au niveau de la synchronisation entre les équipes back-end et le front-end.
Comment vous faites? Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, on travaille, donc on a le pôle mobile, iOS, Android, et en fait, on va en définir un Swagger ensemble pour ce qu'on souhaite avoir pour chaque feature. Et ensuite, on va faire la demande au back. En général, le back, en général, ils acceptent les propositions qu'on leur fait, mais en général, ça se fait comme ça. On se met d'accord entre Android et iOS et on demande au back que le dev soit fait et ça se fait normalement. Ok, merci. Et dernière question, c'est quoi votre... Est-ce que vous êtes du coup derrière un GraphQL ou pas du tout? C'est une API Ouais, classique exactement. Alors, je ouais. suis pas rentré dans les détails. En fait, le côté back-end, ils ont plusieurs microservices. En fait, Radio France, c'est un vrai spaghetti de services. Et en fait, il y a beaucoup de il y a des services qui sont en GraphQL, effectivement. Et en fait, ils font passe-plat, ils vont chercher les informations sur ce service GraphQL et ils nous renvoient les informations dont on a besoin pour chaque page. Ok, merci. Voilà. Je vais faire dans l'ordre géographique. Je parle direct. Je veux parler dans vous. Ok. Du coup, en fait, la question, est-ce que côté vue, est-ce que c'est vraiment hard-codé les vues ou est-ce que c'est l'édito qui a un back-office pour organiser? Exactement. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas mis dans la présentation qui est intéressant. C'est en fait, côté édito, ils ont une interface dédiée où en fait, ils vont pouvoir justement créer les cartes de leur côté. Et en fait, c'est eux qui créent tout, en fait, que ce soit les cartes, les mises en avant. C'est eux qui font tout de leur côté, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Et le front web, ils ont la même mécanique, du coup, ils tapent sur les mêmes services? Le front web n'a pas fait la migration. En fait, on a commencé par les apps mobiles. Et là, en fait, le web est en train de faire la migration vers le nouveau service. En fait, nous, on a lancé la nouvelle appli, la nouvelle API il y a 6 mois. Et là, le web commence à faire la refonte. Ok. Ouais. Merci. Ouais, du coup, c'est une question subsidiaire à celle d'avant. Les gens qui éditent le contenu, comment ils travaillent? Ils éditent du JSON ou ils ont... Ouais, ils ont une interface avec, en fait, pour chaque type de contenu, ils ont des petits sliders ou des petits inputs, en fait, où ils peuvent pas se planter, quoi. Ils savent exactement ce qu'ils doivent rentrer, les paramètres qu'ils ont, etc. Alors moi, j'ai pas accès malheureusement au dashboard, j'aurais bien aimé le montrer, mais ça fonctionne comme ça. Mais du coup, pour le rendu, ils ont un simulateur Justement, sur la page où tu vas venir créer ta mise en avant avec tes cartes, en fait, tu as un espèce de rendu à peu près, directement sur le dashboard. Ouais. Ça va permettre de voir à peu près comment ça va rendre. Après, on a plusieurs environnements aussi. Donc, en fait, quand ils vont créer des nouvelles mises en avant, en fait, ils peuvent déjà tester sur l'application. Ils ont une application avec l'environnement dédié et ils peuvent voir si ça fonctionne, etc. Ok. Ouais. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, en fait, je trouve aussi que c'est la mode en ce moment de faire du server-driven UI. Est-ce que, justement, tu penses que c'est devenu la mode parce qu'il y a vraiment beaucoup de frameworks, disons, mobiles et front-end qui sont, disons, avec des composants? Moi, je pense à React, Compose peut-être sous Android et SwiftUI, qui sont en fait dans une logique composant. Est-ce que tu penses que c'est devenu la mode de faire en fait ce genre de BFF parce que ces outils sont devenus je suis contemporains? D'accord, je trouve que ouais, c'est vrai que SwiftUI, ça facilite, je pense que ça va faciliter l'émergence de ce type de pattern. Après, je pense que c'est un peu une illusion. C'est-à-dire que je pense que tout le monde, les gens qui ne travaillent pas dans la tech, leur rêve, c'est de ne plus avoir de développeurs, je pense. Et on va voir sur la présentation de Greg juste après. Mais je pense que la plupart des gens aimeraient s'en passer. Même nous, finalement, c'est quand même. Moi, j'adore ça, j'adore coder. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de complexité, etc. Est-ce qu'un jour, on sera capable d'automatiser tout et de ne plus avoir besoin de développeurs? Je ne sais pas. Du coup, tu penses que si jamais aujourd'hui Radio France veut passer à du UIKit, il revient du UIKit, tu penses que ce serait possible quand même de faire du server-driven UI comme ça? Ouais, je pense que ce serait faisable. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas... on a fait la refonte et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certains composants qui étaient compliqués à migrer et on a quand même un petit peu du UIKit dans l'application. Et notamment, vous parliez tout à l'heure de Lazy VStack, etc. On a eu quand même pas mal de problèmes de performance là-dessus et du coup, il y a quand même un peu de UIKit. Mais je pense que oui, un BFF, c'est faisable en UIKit aussi. Ok, merci beaucoup. Si votre back-end est divisé en feature team, qui est-ce qui est responsable d'implémenter la partie gateway, enfin BFF?
On n'a pas de feature team. Et en fait, l'équipe back-end travaille. Enfin, en fait, ils se dispatchent. C'est une équipe, ils doivent être peut-être 5 ou 6, et ils se dispatchent le travail entre eux. Il n'y a pas vraiment de feature team. Ok, chez donc nous. ouais, tout le monde maintient ou Ouais, met à jour. ouais. Ok. Que ce soit même sur iOS, Android, on maintient tout. Il n'y a pas vraiment on n'a pas de spécification, pas de scope quoi, à signer. Ok, merci. Du coup, comment ça a été reçu côté back-end, le changement, et Ouais. est-ce que du coup il y a moins de boulot pour le front et plus pour le back, ou plus de recrutement côté back, ou Alors, le bac, je leur ai demandé, ils sont assez contents du nouveau système parce que ça leur permet en fait d'avoir la main et d'éviter d'avoir à créer de nouvelles API ou de nouvelles routes à chaque fois qu'il y a besoin. Donc là, ils sont quand même assez indépendants et ils peuvent vraiment déployer des choses à la volée. Après, il y a eu des problèmes de performance côté back sur toute la partie cache, mise en cache au départ, mais ça a été résolu. Et c'était quoi là? Il restait quoi comme question? recrutement Ah, au recrutement. Ouais, bah, en fait, il y a quand même du boulot côté front. C'est ça qui est drôle. C'est que finalement, le BFF, au départ, c'était censé justement faire en sorte qu'on n'ait plus rien à faire. Mais finalement, on a toujours des choses à faire. Donc, il y a toujours des nouvelles features. Et côté back-end, bah, ils sont bien staffés. Il n'y a pas de plus de besoin. Bonjour. Juste une question déjà. Pourquoi vous avez choisi de faire porter le BFF par les devs back et pas par les devs front? C'est des choses qui se font en général pour être plus souple. Ça veut dire quoi, porter? Qu'est-ce que tu entends par Bah, porter? c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait imaginer un back en Kotlin, Ouais. en Ktor par exemple, Ah ouais. ou en Vertex, qui soit Ouais. maintenu directement par les Ouais. devs front Ouais. et qui permet plus Ouais. de souplesse. Ouais, c'est vachement intéressant comme question, je viens de comprendre. Mais du coup, ouais, effectivement, je pense que ça serait vachement intéressant. Ça aurait pu être vraiment une bonne chose. Malheureusement, je pense que enfin, encore une fois, il y a énormément de services côté back-end. Je pense qu'il y a quand même besoin d'une grosse connaissance de la base de code. Mais je pense que ce serait une bonne chose, c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Mais idéalement, je pense que ce serait bien. Ouais. Okay. Merci pour la presse et merci pour les prêts. Par rapport à TCA, est-ce que l'application était déjà en TCA avant? Non. Et c'est quoi ton retour par rapport à ça dans l'ensemble? Enfin, est-ce que c'est... TCA, alors moi, il y a des choses que, TCA, ça simplifie vachement, disons, c'est-à-dire ça rend les choses beaucoup plus testables. Ça, c'est bien. Et tout ce qui est asynchrone, en fait, c'est un peu, sur le web, ça fait longtemps, ils ont le Redux, c'est un peu le pattern Redux. Donc, ils viennent modifier un state, on s'abonne au state, et dès qu'il y a une modification, donc, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas mal. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé dans ce choix, c'est qu'on est devenu très dépendant de la techno. Et ça, c'est problématique, je pense. Et moi, je suis pas mal, enfin, j'essaie de regarder un peu sur Internet, mais en fait, le pattern, je le trouve très bien. Mais voilà, encore une fois, c'est juste cette dépendance qui m'inquiète, et à voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc maison à terme, quoi, qui y ressemble. Voilà. Est-ce que je peux demander ma question en anglais ou pas? Tu peux répondre en français, c'est juste pour clarifier. Ouais. So my first question, what is happening with the release train? Because you mentioned a few times that with the backend being responsible for the layout, you are able to deploy changes without publishing a new version. So don't you still keep the release train, or what is the release train in the app? The release train, we have a release train of once every 2 weeks, but from the backend side, they release like a few times a week. So, but we are not dependent each other. So if the back wants to release something, we are not very dependent. So we don't have to wait for them, or they don't have to wait for us most of the time. But they have their own team of QA, or it's not tested? No, we have a team of QA on our side. So every time they release, they contact them,
and they can test. We have several environments. So we have, for example, QA environments, and they can test on these environments before releasing in production. Okay. And the second question, so if you have a very slow internet connection, you will not be able to present any layout before you have a response from backend? There are layouts that you can display. For example, you have the downloads. So if you're in the plane and you don't have any connection, you can listen to your downloaded podcast, for example. You have access to settings, and you have, that's all, I think. No, I mean, what is happening if you have a very slow internet connection? So like I do have a connection, but I open the app and I'm waiting. So do you present some layout, or it's? You have the shimmers. If you don't have connection, we can't display anything. If the connection is too slow, we have also local error message. So if you can display, we can display an error. But yes. Okay, thank you. Une petite dernière. Vas-y, Mathis. Pardon. C'est quoi ta dev expérience de cet outil-là, en fait? C'est-à-dire, en tant que dev iOS, tu vois, par exemple, tu parlais de fait qu'il y ait beaucoup moins de logique finalement à gérer, etc. Est-ce que c'est cool de le faire? Est-ce qu'on s'ennuie ou comment tu vois ça? Moi, je trouve ça génial de l'avoir fait parce que je pense que c'est, encore une fois, c'est hyper. Je pense que c'est un peu un rêve. Ce serait d'avoir un truc où en fait on n'a pas besoin. Enfin, le gros problème des applis natives qu'on n'a pas sur le web, c'est que nous, on a besoin de faire des mises à jour à chaque fois. Donc là, l'objectif, c'était de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de faire de mise à jour. Donc je trouve que l'objectif était cool, le rêve était cool. La réalité, c'est que c'est quand même une gymnastique mentale qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de logique métier, parfois, ça nous pousse à devoir chercher des solutions, mais qui sont parfois un peu obscures. Par exemple, je te donne un exemple, on a une liste de radios, et en fait, quand tu écoutes une radio plus qu'une autre, et ben, en fait, on est censé te pousser la radio en premier. Et bien ça, avec le back-end, par exemple, le BFF, c'est plus compliqué parce que tu dois te dire, OK, comme déjà, je ne sais pas, en fait, une cellule, je ne sais même pas que c'est une cellule radio. Parce qu'en fait, tu sais juste que c'est une cellule, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, on a dû faire vraiment une gymnastique mentale pour réfléchir à comment ça pouvait marcher. Et c'est un peu tout le temps comme ça. Donc et en plus, alors là, il y a des trucs qui vont être déployés. Ce qui est cool, c'est qu'on a eu besoin de rien faire. Là, il y a une page, bon, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Il y a de nouvelles pages qui vont sortir. Et en fait, on a eu 0 dev à faire. Donc, le rêve est quand même cool, mais voilà, encore une fois, il y a un peu de gymnastique mentale à faire. Ok. Et finalement, même ta vue, elle vient fetch de la data directement, non? En termes d'archi, je parle. La vue ne fetch pas de data. Non, mais elle pourrait en soi, si tout est déjà prêt à afficher. C'est-à-dire, si toute la data que tu dois afficher est déjà prête pour être affichée sur de la vue, en termes d'archi, on n'a pas tous ces layers qu'on pourrait avoir. Toutes ces couches qu'on pourrait avoir, on pourrait finalement se dire qu'on fait de la data directement dans de la vue et tout est déjà prêt à être affiché. Ok. Merci beaucoup. Merci Majid. Merci.